Chers collègues, je vous propose de commencer cette audition, puisque dans le cadre du rapport relatif aux agricultrices, alors nous n'avons pas défini le titre, donc je dis ça de manière totalement générale. Nous avons le plaisir d'accueillir deux représentantes de la Confédération paysanne, Christine Ribat, qui est secrétaire nationale et paysanne dans la Drôme, et Véronique Léon, qui est ancienne secrétaire nationale et paysanne en Ardèche, et vous êtes accompagnée de Mathieu Dalmé, qui est animateur et qui s'occupe spécifiquement de la question des femmes, mais pas uniquement d'ailleurs, puisque vous avez bien d'autres sujets. Alors je vous précise que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo, donc quand vous appuyez sur le micro, en fait automatiquement les caméras vous enregistrent. Donc c'est des travaux que nous avons commencé au mois de février par un colloque qui s'est tenu au Sénat, qui est encore disponible d'ailleurs sur le site du Sénat, qui a eu beaucoup de succès, qui a suscité énormément d'intérêt, à tel point que tous les groupes politiques du Sénat ont souhaité participer aux travaux et ont tous désigné un ou une rapporteure. Donc il y a 6 co-rapporteurs dont je vous indique la liste. Ils ne sont pas tous présents. Il y a Annick Billon pour le groupe UDI, Corinne Bouchou qui est présente pour le groupe des écologistes, Brigitte Contier-Morin pour le groupe communiste, Françoise Laborde pour le RDSE et Didier Mandelli, ainsi que Marie-Pierre Monnier qui est pour le groupe socialiste mais qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui en raison, comme je vous l'ai expliqué en aparté, d'un contexte électoral particulièrement chargé, puisqu'il n'y a pas que l'Assemblée nationale, il y a aussi le Sénat qui se renouvelle par moitié au mois de septembre. À la suite du colloque, on a vraiment voulu approfondir les travaux. On a organisé 2 tables rondes en mars et en avril, une sur l'enseignement agricole et la formation des agricultrices et l'autre sur les questions sociales. Et puis nous organisons une série d'auditions. Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, celle des jeunes agriculteurs qui a eu lieu jeudi dernier, et nos co-rapporteurs se sont rendus sur le terrain, dans la Drôme le 6 avril, en Vendée au mois de mi-mai, et à Toulouse le 30 mai. Un dernier déplacement est prévu en Bretagne le 14 juin. Notre objectif étant de pouvoir adopter ce rapport d'ici le début du mois de juillet et organiser un débat sur ces conclusions à la rentrée au mois de septembre idéalement, puisque là on aura des députés tout frais et on aura des sénateurs extrêmement intéressés à l'idée de pouvoir montrer qu'ils s'intéressent et qui sont présents sur ce sujet. Tous les témoignages sont assez concordants pour souligner les difficultés rencontrées par les agricultrices pour financer leurs projets, pour accéder aussi à la terre, les difficultés auxquelles elles sont confrontées en matière de protection sociale, la question du statut et la question de la retraite évidemment, la difficulté qu'elles ont à accéder à la formation, c'est-à-dire qu'elles contribuent plus qu'elles n'accèdent aux formations, et puis sujet récurrent et pas propre au milieu agricole, l'insuffisante représentation des femmes dans l'ensemble des instances décisionnelles, qui sont parfois liées à des considérations de temps, mais bien évidemment pas que. Alors, à la suite de ces travaux, il nous paraissait particulièrement nécessaire d'entendre votre syndicat, qui est particulièrement soucieux de défendre les droits, les revenus, l'autonomie et l'avenir des paysans. Donc je sais que c'est un sujet que vous travaillez en particulier. Et donc on souhaitait recueillir de manière d'abord très générale, et ensuite l'ensemble des co-rapporteurs vous poseront un certain nombre de questions. Déjà votre constat sur l'ensemble de ces éléments concernant les femmes et la difficulté qu'elles ont à accéder au métier d'agricultrice ou de paysanne. Le cas échéant, les propositions que vous avez formulées pour remédier à cette situation, et peut-être que ça peut être assez intéressant de commencer brièvement par vous-même, que vous nous présentiez votre parcours, parce que vous êtes 2 femmes à la tête et 2 femmes qui incarnaient justement l'accès des femmes aux instances de décision. Et puis, comme je vous le disais, ensuite, vous serez certainement l'objet d'un grand nombre de questions. Donc, je vous laisse tout de suite la parole. Alors,
bonjour, donc, je suis Christine Ribat, je suis paysanne dans la Drôme et donc au secrétariat national. Alors je tenais tout d'abord à vous remercier du travail que vous faites justement sur ce travail sur la place de la femme en agriculture, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur et on est très content que nos élus se penchent très sérieusement sur la question, et on vous remercie beaucoup de nous avoir invités. D'inviter les syndicats, entre autres. Merci. En fait, au niveau de la Confédération paysanne, c'est vrai que, juste pour resituer un petit peu, notre cœur d'action, de vie, c'est donc l'agriculture paysanne, avec tout ce que ça implique, et justement le côté social est vraiment un volet sur lequel on insiste beaucoup, et qui peut être peut-être un peu novateur par rapport à d'autres luttes. C'est vraiment un domaine. Je ne sais pas si vous avez vu déjà là. On représente l'agriculture paysanne sous une forme d'une fleur, d'une marguerite avec différents pétales, et le côté social est un côté vraiment important. Donc dedans, il y a l'autonomie, la protection de l'environnement, le partage. Des valeurs auxquelles on ne pense pas forcément quand on pense agriculture, mais qui est important. Ensuite, donc, si je me présente, donc, je suis paysanne dans la Drôme. J'avais fait, pour dire brièvement, des études agricoles, j'ai un BTS agricole, et ensuite j'ai été plusieurs années salariée agricole. Puis j'ai alterné un peu entre l'animation et puis le travail sur les exploitations. Et puis j'avais très envie de m'installer depuis l'âge de 15 ans. Mais j'avais tout de suite vu que toute seule, ce ne serait pas possible, parce que j'avais des compétences que je n'avais pas, il me fallait une complémentarité. Et il se trouve que la vie a fait que je n'ai pas trouvé. Voilà. Et je me suis installée que beaucoup plus tard. Donc à 40 ans, après avoir eu 3 enfants, j'avais eu un travail, je fais de la formation pour des porteurs de projets, pour des gens qui avaient un projet d'installation. Et après mon dernier congé parental, je me suis dit, si je veux m'installer, cette fois il faut que j'y aille. Et j'ai un mari qui n'est pas agriculteur, mais qui est très très bricoleur, et qui s'est intéressé de s'occuper pourquoi pas, du tracteur, en tout cas des réparations, qui était mon point faible. Et donc je me suis installée à 40 ans, avec donc du raisin de table, du fruit en bio, et ensuite on a construit un gîte pour un complément. Et mon mari travaille à l'extérieur, mais il assure l'accompagnement mécanique, voilà. Ce qui est pas mal. Et donc je me suis investie. Alors j'ai toujours été très investie, investi dans la Confédération paysanne quand je me suis installée. Sinon, depuis mes études, j'ai toujours suivi ce qui se passait au niveau de la Conf, et toujours été investi au niveau associatif. Dans les différents parcours de ma vie, j'ai toujours eu dans l'idée que pour que le monde tourne, il faut que chacun fasse sa part. Et une façon de participer, c'était l'engagement associatif, l'engagement en tant qu'élu. J'étais 10 ans conseillère municipale aussi. Et puis quand je me suis installée, du coup, là, j'ai investi dans la Conf au niveau départemental, et puis après régional et national, et depuis 1 an et demi, là, au niveau du secrétariat national. Voilà, et là, je m'occupais notamment des dossiers, OGM semences, femmes, bio, relocalisation. Je m'occupais aussi des rencontres internationales de l'agriculture, des rencontres nationales de l'agriculture, et j'ai bien investi sur le volet international aussi, avec la Via Campesina, entre autres. Voilà, je laisse la parole à Véronique. Bonjour, alors je renouvelle mes remerciements parce que c'est vraiment un honneur pour nous de pouvoir communiquer directement avec vous. Alors moi j'ai commencé à vouloir être paysanne à 18-19 ans. J'étais parisienne, complètement en dehors de tout ça. Et puis j'ai eu le coup de foudre pour l'agriculture, vraiment. Et j'ai fait des stages de formation agricole et tout ça. Et je me suis installée une première fois en 1978.
avec mon premier mari. Et là, ça a duré 8 ans, sans aucun statut. J'insiste là-dessus parce que pour moi, c'est très important. J'étais ayant droit, ça veut dire ayant droit de rien du tout. Je m'en aperçois maintenant que je vais bientôt faire ma demande à la retraite, que j'ai aucun point. 8 ans de travail à 15 heures par jour. J'ai des trimestres. J'ai largement mes trimestres, parce que je ne sais plus combien il faut, mais j'en ai 190, un truc comme ça aujourd'hui, donc il y a largement, mais il n'y a pas de points. Alors le statut, c'est important. C'est une parenthèse, mais on va y revenir tout à l'heure. Alors là, après, on s'est séparés, lui a gardé la ferme, et moi j'ai refait des études agricoles. J'ai travaillé en chambre d'agriculture pendant 12 ans. Et sur une carrière complète, les 12 ans de chambre d'agriculture me rapportent les 2/3 de ce que je vais avoir sur ma maigre retraite. Donc c'est, encore une fois, c'est important. Alors, à la chambre d'agriculture comme technicienne caprin et fromagère, après. Ensuite, mon mari est fils d'agriculteur et il voulait vraiment monter une ferme, ça lui manquait, quoi. Moi, je m'étais dit, d'accord, mais recommencer une deuxième fois, j'avais peur de l'échec. Bon, alors on s'est lancé, et moi j'ai continué à travailler pendant ce temps-là à la chambre d'agriculture. Donc vous imaginez, 4 enfants, le travail à plein temps salarié, plus la ferme a démarré avec tout à construire. On a démarré de zéro. Et donc on s'est installé avec des chèvres. On a commencé par 25 et maintenant on en a 58 chèvres laitières. Et on a 3 hectares de châtaigniers. Donc je suis en Ardèche, c'est vraiment le pays de la chèvre et de la châtaigne. Et pour valoriser, on transforme tout, les châtaignes, le lait. On a 4 cochons, donc on transforme tout. Mais on vit très bien de notre production, hein, je tiens à le dire. Ça là-dessus, quand on transforme, on a beaucoup de travail, mais et qu'on vend en direct, on valorise beaucoup mieux. On est en bio aussi depuis quelques années. Que dire sur la ferme? Là, je suis en pleine phase de transmission. Mais avant ça, en 2011, alors non, le parcours, c'est qu'en 2000, il y a eu le statut de conjointe collaboratrice, qui est une revendication de la Confédération paysanne. Et j'ai sauté sur l'occasion. Je crois que le décret passé une semaine après, j'ai demandé mon statut de conjointe collaboratrice, qui était déjà mieux que rien, parce que là, à ce moment-là, je quittais la chambre d'agriculture. Et puis, les années passant, moi, j'avais bien envie d'avoir un vrai statut, mais ce n'était pas possible sur cette ferme. Et en 2011, je me suis installée avec mon mari comme en GAEC. J'ai pris le statut d'exploitante à part entière. Pour la première fois, j'avais un vrai statut et je tiens à dire que c'est extrêmement valorisant. Je sais que maintenant, chaque fois qu'il y a un tour de table, c'est pas uniquement les cotisations et ce que ça va rapporter, parce que ça va faire très peu en fait, de plus, vu que j'ai fait ça tard, mais de dire, voilà, moi, je suis à part égale avec mon mari, on est tous les deux exploitants, on a les mêmes responsabilités. Et même à lui, quelquefois, il prend des décisions tout seul. Je lui dis, attends, je suis ton associé, je suis désolée, tu n'as pas à prendre des décisions sans me demander. C'est marrant comme ça donne une espèce d'assurance. Et je ne pensais pas du tout, moi qui suis féministe, je ne pensais pas du tout que ça allait me changer comme ça. Voilà, je tenais à dire que c'est une étape importante de mon parcours. Et puis voilà, maintenant je suis en pleine transmission. J'ai trouvé une jeune femme de 30 ans qui est en formation là pour 1 an avec le statut de, comment on appelle ça, stage reprise. Il y a ça financé par les régions qui est très très bien pour aider la personne soit à s'associer, soit à reprendre la ferme. On a 1 an de travail en commun où on est dans les conditions d'association en fait. Et donc normalement l'année prochaine, je serai pensionnée de la MSA à raison de 690 € par mois, quand même, grâce à la Chambre d'agriculture. Voilà. Et donc, pour ce qui est du parcours militant, moi, je me suis mise assez tard, parce que vu tous ces péripéties de travail, d'installation, de formation, de refaire des études à 30 ans, et puis tous les enfants que j'ai eus, j'en ai eu 5, j'en ai un qui est décédé. Donc ça fait quand même du temps à passer. Et je me suis mis à militer en 2003. Et là, la Confédération paysanne, ce qui est un peu aussi différent des autres syndicats par rapport au parcours, par exemple, de Christiane Lambert, c'est que nous, on peut aller assez vite. Je me suis retrouvée assez vite au comité national.
en 2004 ou 2015, je ne sais plus. Alors, un peu novice, mais finalement, ça va assez vite. On a cette possibilité-là d'aller quand même assez vite à prendre des responsabilités. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Alors, donc, après, j'ai resté secrétaire nationale pendant 2 ans, c'est tout. Hein. Maintenant, je fais partie de commission. Je suis très impliquée au niveau local. Et à la commission femmes et aussi à la Via Campesina, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Là, je suis allée en Colombie il n'y a pas longtemps, dans le cadre des accords de paix, tout ça, je suis très, très... Même si je ne suis pas au bureau, je participe beaucoup, voilà. Je ne sais pas s'il fallait... C'est parfait. C'est parfait. Et juste avant de passer la parole justement à nos rapporteurs, sur le constat et les propositions, avant qu'on rentre un peu plus dans le détail sur la situation des femmes dans l'agriculture. Vous avez déjà un peu abordé le sujet, hein, question du statut, mais en tout cas les éléments généraux, ce qui vous apparaît le plus frappant, le plus marquant, les priorités et les propositions que l'on pourrait faire. Un constat qu'on peut faire, mais qui est pas propre au monde agricole, c'est une des revendications, ce serait à travail égal, salaire égal. Donc voilà, c'est quand même quelque chose, une base qui est toujours pas respectée où que ce soit. Au niveau de la parité, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Là, je sais plus en quelle année il y a eu, enfin en tout cas au niveau de la Confédération paysanne, il y a vraiment eu des femmes qui se sont attachées à revendiquer donc une parité. Alors on n'est pas à la parité 50-50, mais 30, voilà, c'est déjà pas mal. Au niveau de toutes les instances représentatives de la conf. Donc les comités régionaux, comité national, secrétariat national. Voilà, donc il y a une parité obligatoire. S'il n'y a pas la parité, on a moins de représentants. Alors il y a des régions qui au départ se sont fait, voilà, en disant on n'a pas trouvé de femmes. Ah ben voilà, à 30%. Et si elles n'avaient pas trouvé, elles avaient 1 ou 2 représentants de moins. Et puis comme par hasard, maintenant on les trouve les femmes. Et c'est souvent on nous dit oui mais quand même, mais en fait c'est une réalité. Il faut faire une place et si la place on la fait, on trouve des femmes qui la prennent et qui la prennent bien, sans problème. Et on a aussi là depuis 2-3 ans, on s'est attelé à autre chose encore pour marquer encore plus. En espérant qu'un jour, on n'en ait plus besoin. Mais c'est la féminisation des textes. Tous les textes donc, de notre journal ou des communiqués, tous les textes qui sortent de la Confédération paysanne sont systématiquement féminisés. Et même si parfois ça peut paraître lourd, compliqué à lire, en fait on s'y habitue. On s'y habitue très bien et quand on y est habitué, on est même, on tique un peu, on est un peu choqué lorsqu'il n'y a plus de féminisation. Donc voilà, peut-être qu'un jour on n'en aura plus besoin, ça sera une très bonne nouvelle, mais on estime que là, c'est quand même un pas en avant et pour qu'on essaie d'y faire un peu plus attention, parce que c'est un combat régulier quand même. Qu'est-ce que... sur la représentation aussi, on avait plusieurs fois remarqué qu'à la tribune... C'est souvent qu'il manquait de femmes en représentation, que ce soit à l'extérieur ou au sein de la Confédération paysanne. Et ça a été, c'est juste avant que je reparte du secrétariat, on s'était bagarré là-dessus pour qu'il n'y ait plus jamais une tribune avec que des hommes, quoi. Et alors, nous encore, c'est rien, mais une anecdote que je peux vous raconter, c'est j'étais élue chambre d'agriculture pendant 2 mandats. Et alors, le bureau de la chambre d'agriculture de l'Ardèche, c'était 7 personnes, 6 hommes et une femme. Et la femme, elle était toujours au bout de la table, derrière le pot de fleurs. Alors, ça me mettait dans un état. À chaque fois, je me disais, mais c'est pas possible. Alors, j'essayais de lui parler, de lui dire, mais pourquoi tu dis rien? Après, elle ne venait plus. Voilà, comme ça. Et au niveau de la session chambre d'agriculture, en général, maintenant, il y a la parité, justement. Soit un homme, soit une femme. Après, ça alterne dans les élus. Et souvent, les femmes démissionnent, donc il y a de moins en moins. Alors, sur une assemblée d'une 60aine de personnes, il doit rester 3 ou 4 femmes. Donc, il y a vraiment encore du travail à faire sur la représentation. Il n'y a pas que là.
Oui, c'est bon, je vois. Et si, par rapport au travail là, que vous faites, en fait, quand on a préparé, avec pas mal d'autres, hein, on se disait que, effectivement, il y a quand même dans les différents points des caractéristiques spécialement pas vraiment liées au fait d'être femme, mais quand même globalement, dans nos principales, au niveau de la conf, nos principales revendications, mais autant pour les paysans que pour les paysannes, c'est le droit au revenu, des changements dans les prestations sociales et un travail sur les retraites. Alors qui concernent aussi bien les hommes que les femmes, mais qui est plus accentué chez les femmes. Que la problématique est un peu plus forte. Mais sinon, on a vraiment envie d'insister sur le fait que sur ces thématiques-là, c'est un travail général qui est vraiment à faire. Voilà. Alors, sur les retraites, il y a une grosse... Peut-être qu'on ne commence pas par les retraites. Mais vous inquiétez pas, j'ai déjà trois demandes de parole pour vous poser des questions. Ah d'accord. Alors vous aurez toutes les questions, je suis sûre que tous les sujets vont être abordés. Donc j'arrête là alors. C'est comme vous voulez, on va peut-être prendre effectivement... je vous propose de prendre une première série de 3 orateurs. J'ai d'abord Françoise Laborde, Brigitte Gontier-Morin, et Corinne Bouchou, et j'imagine qu'ensuite, voilà, et on prendra 3 par 3, ce sera peut-être plus simple pour vous. Alors Françoise. Merci beaucoup. Alors moi, ma première question, en fait, c'est par rapport au foncier et aux aides financières, puisque dans votre propre expérience, vous ne nous avez pas trop dit comment les terres vous étaient arrivées. Je pense qu'elles ne sont pas tombées. Donc savoir un petit peu. Et donc entend bien sûr que Confédération, et vous devez entendre un certain nombre de problèmes. Et comment vous préconisez d'aider à les résoudre, puisque pour pouvoir être agriculteur ou agricultrice, quand on est parisienne et qu'on en rêve à 18 ans, il faut trouver des terres, par exemple. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est tout à l'heure, vous avez parlé de stages de reprise. Et c'est vrai que lors des déplacements, on a vu qu'il y avait un certain nombre de systèmes qui existaient, qui ne sont pas spécialement identiques sur toute la France. On a vu des bonnes choses dans divers endroits. Donc, est-ce que ces stages de reprise, ils existent partout, ou est-ce que c'est propre à une région, etc. Enfin, voilà, puisqu'après, nous, vous avez bien compris qu'il faudrait que nous fassions des recommandations. Et dans les recommandations, il y a des expériences positives sur différentes parties du territoire qui peuvent peut-être déjà se retrouver généralisées sans trop de difficultés. Voilà. Merci Madame la Présidente. Mes questions vont être dans la même veine. D'abord, j'ai envie de faire une observation, c'est que je vous remercie pour votre témoignage, mais en réalité, à chaque fois que l'on a entendu des femmes dans les différentes organisations que nous avons auditionnées ou lorsque nous nous sommes déplacés sur le terrain, on a vraiment le sentiment d'un parcours très difficile, quelquefois assuré. On renonce, on commence, on essaie, etc. Et vous avez prononcé le mot, c'est combat, le mot combat. Et bon, sachez que ce combat, on l'a mené aussi, puisque hier, moi, j'ai reçu une lettre, on m'appelait encore Madame le Sénateur, donc je me dis qu'il y a beaucoup de travail à faire. Voilà. Moi, mes questions portaient sur, une qui portait exactement sur celle que vient de porter de Françoise à l'instant, sur l'accès au foncier, l'accès aux terres, posé comme une condition de pouvoir accéder quand même à un métier comportant plus de plénitude, on va le dire comme ça. Et vous l'avez dit aussi, il faut s'attaquer aux prestations sociales, à la nature des prestations sociales. Dans ce que l'on a entendu, nous, on a pu vérifier la difficulté quand même du congé de remplacement, la difficulté du congé maternité, et y compris des difficultés en cas de grossesse difficile, pas couvert. Vous avez évoqué évidemment la question de la retraite, ça c'est primordial, mais évidemment en tant qu'on ne pourra pas asseoir une retraite sur la question de la pérennité d'un revenu
et qui évidemment est à égalité avec celui des hommes, même si certainement il faudra regarder celui des hommes, parce qu'on a entendu aussi beaucoup de difficultés au quotidien. Enfin, franchement, des trésors d'ingéniosité pour essayer de ne pas plier, de ne pas ployer, et pour continuer à faire vivre la ferme, y compris dans la transmission. Donc ma question, c'était, on a vu le statut a évolué, des choses très appréciables ont été faites, mais ça serait quoi la mesure, la mesure qu'il faudrait prendre immédiatement, qui serait de nature à encore soulager davantage pour asseoir un statut? Madame la Présidente, mes chers collègues, moi j'ai 2 questions. Notre rapport porte sur les agricultrices, et vous nous l'avez dit plusieurs fois, vous êtes de la Confédération paysanne et vous vous revendiquez paysanne. Et donc, est-ce que vous pouvez nous préciser justement le recouvrement de ces 2 notions d'agricultrice et de paysanne et les différences? Deuxième question, on parlera beaucoup de l'entrée dans le métier, de la formation, le pendant, l'histoire des remplacements et des retraites. Je crois que c'est les 4 grandes problématiques auxquelles vous êtes attachés. Moi, j'ai envie de poser une question en creux, mais de profiter de votre présence pour vous demander comment est-ce qu'à la Confédération paysanne, vous réfléchissez à l'évolution d'une agriculture afin qu'elle devienne moins addictive en pesticides et qu'elle soit moins sur de l'intensivité et des très grandes échelles et plutôt sur quelque chose qui serait à échelle humaine. Merci. Le foncier. Alors, sur l'accès au foncier, ça c'est vraiment c'est un des problèmes aigus de l'installation. C'est extrêmement difficile. Vous voyez, je vais vous donner notre exemple. Nous, ça fait 20 ans là qu'on est installé avec mon mari. Et on a eu 3 malheureux hectares qu'on a achetés pour la ferme. La mairie, pour nous aider, nous a donné 3 hectares en fermage. Et puis, attendez, c'est pas la Beauce, hein, c'est l'Ardèche, hein, c'est des cailloux et de la garrigue. Et par contre, on déclare à la PAC 74 hectares. C'est-à-dire que tout le reste, c'est du précaire, y compris les 3 hectares de châtaigniers. Ça veut dire que c'est des prêts à l'amiable. Il n'y a pas de bail, on fait une clôture, on s'échine à faire une clôture dans les cailloux, dans le sol tout sec. Et puis un jour, on nous dit « Ah, enlève ta clôture, je vais planter des noyers. » Ils ne sont jamais plantés, les noyers, mais ça ne fait rien, c'est juste pour récupérer, parce que le propriétaire a peur qu'on lui vole. Je ne sais pas pourquoi. Bon, alors ça, c'est très très difficile d'avoir un bail ou d'avoir une vente. En dehors de tout ça. Il y a le fait que les fermes grossissent de plus en plus, donc c'est plus difficile aussi d'accès. Après, est-ce qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes? C'est pas forcément financier, parce que je pense qu'on a accès aux mêmes aides, aux mêmes prêts, qu'on s'installe en étant femme ou en étant homme. Et par contre, moralement, socialement, je pense que c'est plus difficile d'être une femme. Je vais vous donner encore un exemple, parce que ça illustre bien. Il y a une jeune femme de l'Ardèche, là, qu'on connaît bien, qui est à la Confédération paysanne. Ça fait 10 ans qu'elle bataille pour avoir des terres. Elle veut des terres en céréales pour être paysanne boulangère et elle fait du maraîchage. Et c'est vraiment quelqu'un d'opiniâtre, quoi. Elle n'a pas lâché un seul... Elle est toujours sur les notifications de la SAFER pour voir le moindre hectare qui se libère. Et il se trouve qu'il y a un peu plus d'1 an, 10 hectares se libèrent de céréales. Alors tous les agriculteurs du coin se sont jetés dessus comme la famine sur le pauvre monde. Et à la SAFER, elle a réussi à se faire accompagner quand même, elle l'a mis dans sa poche, mais elle a bataillé. Il y a quelqu'un qui lui a inventé un projet de quelqu'un, enfin pour le mettre en concurrence avec elle, et elle a même reçu une lettre. Ça me fait penser à ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Maud Cinquin. C'est un voisin, donc il la connaît, c'est pas une erreur de frappe, c'est signé encore salutations Monsieur Maud Cinquin. Donc voilà, ce qui arrive quand on est une femme, il faut encore plus batailler. Mais par contre, sur le plan de l'accès à la terre, je pense que c'est difficile pour tout le monde. Et il faudrait plus promouvoir le fermage, des choses plus... ou la location-vente, ou je sais pas. Et puis des choses, et puis moins urbanisé. Je pense que c'est bien parti, là. Il y a quand même dans les PLU et tout ça, il y a moins de terre à l'urbanisme, parce que ça a tellement bétonné qu'il y a ça aussi, la valeur de la terre.
Et le dernier aspect, mais on y reviendra avec les retraites, c'est que souvent les retraites sont tellement petites que les agriculteurs, quand ils partent à la retraite, ils ont du mal aussi à laisser la terre pour pas cher, parce qu'ils ont besoin, c'est pour ça aussi qu'il y a une bataille pour avoir du terrain à bâtir et transformer terre. Enfin, c'est un vaste sujet, mais l'accès à la terre, c'est le nerf de la guerre. Véronique a parlé du fermage. Donc on sait qu'il y a des velléités pour retravailler le statut du fermage. Et là, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, là, cette défense du statut du fermage. On va, enfin, au niveau de la Confédération paysanne, en tout cas, on ne lâchera pas. Parce que c'est un statut qui a été fabriqué lentement, mais vraiment en protection des paysans. Et c'est quelque chose de super important. Et juste par rapport à la transmission, donc vous parliez de stage reprise, donc ça, Véro pourra en parler, mais c'est ce travail sur l'installation et la transmission qui vont de pair. Donc on a pas mal de choses sur l'installation, donc ça avance, mais il y a vraiment des gros besoins au niveau de la transmission. Il y a peu de travail sur la transmission, parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Il y a beaucoup d'humains, de travail humain là-dedans. Et dans différents coins, bon, il y a des choses qui sont en place, notamment qui se font avec les ADR, les RDR. Mais on voit vraiment que sur place, il faut vraiment qu'il y ait une relation. C'est-à-dire, c'est un voisin qui va pouvoir aller voir un autre voisin. Ce ne sont pas des techniciens qui vont pouvoir aller voir les paysans pour leur demander ce qu'ils vont faire de leur terre, etc. C'est plus en tant que voisin, collègue, qu'on peut aller demander à quelqu'un qui est proche de la retraite, voilà, s'il y a déjà pensé, qu'est-ce qu'il a en tête, et si jamais il n'y a pas pensé, ou il se dit que le voisin un peu plus loin lui a déjà demandé et que ce voisin n'a déjà pas mal, c'est là qu'on peut essayer d'infléchir différemment en présentant des jeunes ou des moins jeunes, mais qui ont un projet d'installation, qui arrivent. Donc là, ce sont des choses qui se font dans plusieurs endroits, et c'est vrai ça demande un minimum d'animation pour coordonner, et c'est vrai que dans certaines régions, moi donc je suis d'Auvergne-Rhône-Alpes, on a un petit peu des problèmes de financement de ces animations, de baisse de financement. Et sinon, sur l'installation transmission, il y a aussi à pas mal d'endroits des sortes de pépinières, soit un lieu acheté par une collectivité locale, et donc avec des porteurs de projets qui ont, par exemple, par chez moi, ils ont possibilité d'y rester 3 ans pour essayer, pour tester, essayer. Ou alors, s'il n'y a pas un lieu, on est allé voir plusieurs paysans, paysannes qui peuvent laisser une partie de leur terre pour qu'un jeune ou qu'une jeune puisse commencer, essayer. Et on a des résultats assez intéressants. Bon, là encore, ça demande un minimum d'animation et de coordination. Et on se heurte parfois à savoir qui fait ça, qui prend en charge ce dossier-là, et on sait que ça marche. C'est vraiment intéressant. Si tu veux parler du stage reprise. Avant de parler du stage reprise, sur ce que vient de dire Christine, en fait, on reçoit, moi j'ai reçu ça, je ne sais plus combien, 2 ans peut-être, un document à remplir pour dire qu'on va cesser d'activité. Ça s'appelle le DICA, la déclaration d'intention de cessation d'activité, qu'on envoie à la Chambre d'agriculture et qui est censé mettre en relation des porteurs de projets et des cédants. Mais nous, ce qu'on voudrait à la Confédération paysanne, c'est que ce soit systématique, parce que là, on n'est pas obligé, en fait, de l'envoyer. Comme ça, on saurait qui va arrêter, et ça, comme ça, les travaux d'approche sont plus faciles. Alors après, sur le stage reprise, je pense que c'est dans toutes les régions, à peu près sur les mêmes modalités. Ça ne s'appelle pas forcément stage reprise. Nous, c'est stage reprise, mais il y en a d'autres qui ont un autre nom. Alors, c'est un contrat, en fait, entre les agriculteurs qui vont soit s'associer, soit laisser leur ferme, le ou la jeune qui veut faire son stage, et l'État. Et c'est la région qui finance. Et c'est quand même très intéressant. Nous, Céline, là, qui va me remplacer sur la ferme, c'est 1 an maximum. Ça peut être 6 mois, mais c'est 1 an maximum. Pendant 1 an, elle touche 710 € par mois.
Et nous, on complète à raison de 450 par mois, et elle est nourrie, donc ça va, quoi. Elle s'en sort. Et les conditions de travail sont les mêmes que si on était installé. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le statut de salarié, hein, et elle peut aller au marché, elle a le droit, elle est complètement claire par rapport à la loi, et elle est assurée sociale. Voilà. Donc ça, je pense que ça existe à peu près dans toutes les régions, il me semble. Je connais mieux, il faudra vérifier, mais il me semble, hein, parce qu'à chaque fois qu'on se rencontre, que ce soit en Bretagne, c'est la région qui finance, oui. Les financements sont peut-être pas les mêmes, oui, ça c'est possible. Ouais. Ouais, c'est voté en région, donc voilà. Et de même, c'est pas les mêmes tarifs suivant le statut de la personne. Là, c'est parce qu'elle était déjà installée, elle touche un petit peu plus que si elle était salariée ou chômeuse avant. C'est très intéressant, hein, c'est vraiment un bon apprentissage. Et au bout d'un an, bah, si ça marche pas, mais au moins on a essayé. Là, par exemple, on est en situation comme si on était déjà associés, on fait des réunions toutes les semaines, on parle du travail, on partage des décisions, et comme ça, elle est dans le bain. Voilà. Sur le remplacement. Sur le remplacement, non ? Sur le remplacement, par exemple, c'est le cas. Donc ça, effectivement, ça fait partie des choses qu'on réclame, qu'il y ait une homogénéisation entre les régions, que ce soit des mesures nationales. Là, on en était... Avant, il y avait parcours difficile, que c'est un combat, ça c'est sûr. Il y a... Je ne sais même pas par quel bout commencer, quoi. C'est vraiment énorme. Là, il y a le parcours administratif, c'est beaucoup de travail. Mais en même temps, faut dire... moi, je peux vous dire que j'aime mon métier. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on fait avec enthousiasme et passion. On ne peut pas être paysan ou paysanne... en étant obligé, quoi. Pas, enfin, ou alors, le subir, c'est très dur, parce que c'est déjà physiquement, moi je sais qu'on est plusieurs, là, arrivé à 60 ans, on est cassé de partout. Quoi. Et puis si en plus on a eu des enfants, qu'on a fait d'autres activités, parce que c'est important aussi de faire autre chose. Moi j'ai jamais arrêté de faire de la danse, par exemple, encore aujourd'hui, je fais de la danse toutes les semaines. Et c'est un parcours difficile, parce que ce qu'il faudrait, c'est pouvoir promouvoir l'installation progressive. C'est ça qui est compliqué, c'est quand on s'installe, si on veut les aides à l'installation, direct, on est lancé dans des investissements, on nous pousse à l'investissement. Et maintenant, là, en Rhône-Alpes, Auvergne, ils ont voté que la DGA soit attribuée en fonction de l'investissement, encore plus qu'avant. C'est-à-dire que plus on investit, et plus... Alors ça pousse à agrandir les fermes, à faire des investissements inconsidérés. On peut très bien s'en sortir avec le minimum, en achetant tout d'occasion, en étant économe, en faisant beaucoup soi-même. Alors que là, c'est le contraire. C'est vraiment une agriculture productiviste qui est tout de suite proposée, si on veut les aides. Ça, c'est le premier obstacle. Après, il y a le travail qui est important. Donc, c'est vrai que l'histoire de remplacement, c'est très important. Bon, que ce soit pour la maternité, la maladie, mais les vacances, mais le doublage, parce qu'il y a des fois on a besoin d'un bon coup de main, et des associations de services de remplacement, c'est local, et c'est les agriculteurs qui le montent, et il n'y en a pas partout. Moi j'ai la chance, j'en use et j'en abuse. Le service de remplacement, franchement, ça m'a sauvé la vie, mais il n'y en a pas partout. Et en plus, ça a quand même un coût. Donc voilà, les services de remplacement, c'est pareil, c'est très inégal d'un endroit à l'autre. C'est pas du tout ni les mêmes tarifs, ni les mêmes conditions. Chaque fois, on vote en Assemblée Générale ce qu'on va donner comme coût d'une journée. Par exemple, pour une journée de formation, nous, on paye 60 €. Il y a d'autres qui payeront 90, d'autres qui payeront 40. Enfin, ça dépend, c'est voté ça en Assemblée Générale. On peut être remplacé pour mandat syndical, mandat professionnel, maladie, congé, voilà.
Oui, dans ce qu'elle dit, par rapport au congé, c'est vrai que ça peut paraître anecdotique, mais là, quand on a fait un travail sur la crise du monde agricole, donc en fin d'été dernier, eh ben, c'est une des choses qu'on avait posées en disant, on est paysans, mais eh ben, on a besoin aussi de vacances, on a besoin de déconnecter, on a besoin, mais on n'a pas les moyens. Et du coup, que ce soit quelque chose de reconnu. Alors, on n'est pas de salariés, effectivement, mais ce besoin-là, alors, pour ceux qui sont, qui ont un système qui est en difficulté, il y a vraiment on parle du burn-out des paysans, il y a des suicides, mais vraiment, les gens ont besoin de déconnecter. Mais alors déjà, peu de gens dans le monde rural se l'autorisent. Et si, en plus, il n'y a pas du tout d'aide, rien n'est prévu pour, les gens vont continuer à ne pas prendre de vacances et puis à être mal. Voilà, donc c'est une des revendications. Sur les services de remplacement, je tiens à dire que c'est vraiment un bel outil qui a été inventé. En agriculture, on est champion quand même pour avoir des structures. Il y a tout pour le matériel. Et le service de remplacement, c'est vraiment quelque chose de très positif. Et j'ai vu en remplissant ma feuille de la déclaration de revenus, j'étais même assez déçue. On a un crédit d'impôt. Avant, c'était quand on était un service de remplacement, on pouvait récupérer des jours de congé. Et là, maintenant, c'est même plus la peine d'être au service de remplacement. Ça peut paraître un détail, mais je trouve ça dommage. Parce que finalement, on déclare juste qu'on a pris quelques jours de congé, qu'on avait un salarié. Mais c'est pas du tout pareil, je trouve, que de faire appel au service de remplacement. Parce que déjà, c'est des associations locales, il faut les faire travailler. Et puis, c'est une autre démarche, je trouve. C'est plus fort d'utiliser le service de remplacement pour partir en vacances. C'est prévu, on remplit une feuille, c'est un contrat avec la MSA, etc. Que de juste dire sur sa feuille de déclaration de revenus, voilà, j'ai pris 4 jours et j'ai les justificatifs parce que j'avais quelqu'un pour m'aider, mais c'est pas pareil. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui a changé depuis très peu de temps. Après, on était à l'accès aux prestations sociales. Oui, mais juste je voulais revenir sur le service de remplacement par rapport, je crois qu'il y avait une question à un moment sur le fait que les femmes ne faisaient pas toujours appel au service de remplacement au moment dans la maternité, mais c'est parce qu'il n'y a pas de service de remplacement partout, et quand c'est trop compliqué, et bien les femmes préfèrent ne pas le prendre et puis tant pis, ne rien avoir, parce que soit c'est trop compliqué, soit ça n'existe pas. Et les services de remplacement, comme elle disait, ce sont des associations donc, qui ont été montées alors parfois par des chambres, mais souvent aussi par des paysans et des paysannes qui en avaient le besoin. Dans un secteur où il n'y en avait pas, donc ils se sont pris en main et ils ont monté ce service-là. Et bon, ça demande beaucoup d'énergie et de temps, là aussi. Et donc voilà, quand on se dit mais pourquoi donc on ne se fait pas remplacer, eh bien c'est que juste le service n'existe pas. Et l'autre chose aussi pour laquelle on n'utilise pas assez le service de remplacement, je pense, c'est par manque d'information. Parce que moi, par exemple, quand j'ai commencé à utiliser le service de remplacement, je suis fromagère. Il y a la traite, il y a les fromages, il y a la vente, il y a tout un savoir-faire qui est assez compliqué, hein. Et alors, quand on parle aux paysans, aux paysannes, ils disent « Oui, mais moi, personne ne peut me remplacer. » J'ai dit « Mais si, parce qu'on peut très bien faire comme moi j'avais fait. J'avais pris quelqu'un qui travaillait que chez moi, était embauché par le service de remplacement, qui faisait les papiers, l'embauche, les fiches de salaire, le suivi, les garanties, etc. Mais cette personne ne venait que chez moi. Ça veut dire que je formais quelqu'un uniquement pour le travail de ma ferme. Et ça, c'est possible pour le congé de maternité aussi. Souvent, ce qu'elles font, les femmes, quand elles connaissent, c'est pour ça qu'il faut faire de l'information, elles prennent quelqu'un pour plusieurs mois qui va travailler uniquement dans leur ferme. Et ça, il faut le faire savoir, parce que souvent, on ne le sait pas. On dit, non, le salarié du service, il ne correspond pas à mes pratiques. Mais ils peuvent trouver quelqu'un de leur choix. Et ça, je ne sais pas comment faire la publicité, mais c'est important à savoir. Après, il y avait quoi comme question sur les retraites ou les mesures à prendre immédiatement? Sur les retraites, alors, sur les retraites, déjà, il y a quelque chose qui est flagrant, c'est que déjà, les femmes ont un tiers de moins que les hommes. Alors, la moyenne, pour une carrière complète,
Pour une femme, c'est 550 € par mois. Et pour un homme, 830 en agricole. Dans le reste de la société, toutes professions confondues, c'est, que je ne me trompe pas, 1830 pour un homme et 1550, je crois, pour une femme. Voilà. Cherchez l'erreur. Alors, c'est compliqué, les retraites, parce qu'on n'a pas beaucoup cotisé, c'est vrai, mais il faudrait planifier tout ça, refaire une refonte générale, et que ce soit les cotisations sociales, c'est pareil, les cotisations sociales, quand on passe au statut d'exploitant agricole, on a minimum 3 000 € par an à payer. Et quelquefois, pour une toute petite ferme qui démarre, eh ben, c'est beaucoup. Et c'est pour ça que nous, depuis longtemps, on dit, mais ce qu'il faudrait, c'est une installation progressive. Alors effectivement, je crois que les 3 ou 4 premières années, les cotisations sont un peu moins élevées pour les jeunes qui s'installent, mais il faudrait que ça aille, même pour les gens de 40 ans, quand on peut démarrer une ferme à 40 ans, elle l'a fait. Eh ben, que ce soit pareil, que ce soit progressif, parce que sinon on ne peut jamais avoir un statut. Et que le minimum soit moins que ça, et par contre qu'il n'y ait pas de plafond, parce que là, les très gros revenus, ils ont un plafonnement de leur cotisation sociale. Et nous, on est premiers à la Confédération paysanne à dire, c'est très important les cotisations. D'ailleurs, nous, on ne parle jamais de charges sociales, on parle toujours de cotisations, parce qu'on sait que c'est quelque chose, c'est pas du tout quelque chose pour écraser les gens, c'est quelque chose qui va servir, mais ça doit être plus partagé, plus proportionnel. Parce que là, comme c'est proportionnel aux revenus, que les revenus, ben, il y a des fois, ils sont tellement petits. Pour vous donner un exemple, cette année, en 2016, il y a eu je ne sais plus combien de paysans qui ont gagné 350 € par mois. Alors, avec 350 € par mois, déjà, on ne fait que creuser les dettes et puis payer des cotisations là-dessus. Ça veut dire que les retraites, elles seront encore plus minables que celles que les retraités ont en ce moment, puisque c'est proportionnel. Alors là, il faudrait qu'il y ait un minimum, nous on revendique 1 000 € minimum par mois pour tout, que ce soit les femmes, les hommes, et quelles que soient les cotisations, du moment qu'il y a une carrière complète, ce serait vraiment, c'est pas beaucoup 1 000 €, hein, je sais pas, mais c'est loin d'être ça, c'est loin d'être ça. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur la Il y a plein de choses. Ouais, je sais pas. Oui, ah bah oui, si on prend pour les femmes, alors c'est encore pire. Non, c'est surtout c'est là-dessus qu'on insiste sur le fait qu'il n'y ait pas de progressivité. Du coup, non, je me demandais si je prenais. J'avais envie de donner mon exemple. J'ai pas parlé tout à l'heure du statut que j'avais. En fait, c'est un petit peu en lien. Donc moi, quand je me suis installée, j'avais pas la surface. Donc ça a été compliqué de trouver le foncier quand même. Mais j'avais pas la surface pour avoir le statut agricole. Donc je me suis installée en cotisation de solidarité. Alors mon mari travaille à l'extérieur, ce qui fait qu'au niveau des prestations sociales, j'ai pas de souci. Je suis couverte par le statut de mon mari. Mais donc je donne la cotisation qu'on demande à cotisant solidaire. Mais je n'ai bien sûr aucune prestation sociale, enfin je n'ai aucune couverture sociale, aucun droit à la retraite, j'ai envie de dire normal s'il n'y a pas de cotisation, mais c'était dû au fait qu'il y avait une petite surface. Donc maintenant les choses sont, le statut de cotisant solidaire évolue, mais là je vous dis, il y a une discussion avec mon mari, parce que moi je me suis dit que bon, là, en tant que militante à la Confédération paysanne, j'avais bien envie quand même de faire évoluer mon statut. Et mon mari me dit, ah oui, mais alors si tu prends un statut d'exploitante agricole, eh bien tu vas payer des cotisations et du coup regarde ce que ça va faire en supplément, alors que tu es couverte par ma couverture sociale. Donc on est toujours en négociation, hein, c'est pas fini. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont dans ce cas-là. Voilà, donc du coup petite structure, il n'y a pas de petites cotisations, c'est-à-dire que les cotisations minimales sont toujours très élevées. Et après, dans un souci social, même si pour certains ça paraît pas égalitaire,
eh bien, pourquoi pas dire, voilà, à petit revenu, petite cotisation, et à gros revenu, grosse cotisation. Mais forcément, ceux qui ont les gros revenus ne sont pas d'accord pour donner des grosses cotisations si les autres n'en donnent que des petites. Voilà, c'est vrai que dans les discussions, on retrouve ça, mais si... voilà, c'est quelque chose qu'on défend quand même, si on pouvait avoir un peu plus de proportionnalité. Voilà. Ah oui, sur l'agriculture, agriculture paysanne. Et après, j'ai encore 3 autres questions, séries de questions. Alors, paysans Alors, nous, on dit paysan ou paysanne parce que on estime que c'est un, comment dire, un état, un mode de vie, quelque chose de beaucoup plus général qu'un métier. C'est un métier, bien sûr, mais un métier qui est au cœur de toute une vie. Une fois, j'avais entendu, mon fils voulait faire les compagnons, et les compagnons, je trouvais qu'ils avaient un peu la même approche que nous. Ils disent, nous, notre métier, c'est notre vie. On vit au milieu de notre métier. Toute notre vie, on apprend, et toute notre vie, on transmet. Et je me suis bien reconnue là-dedans, même si ça n'a rien à voir avec les compagnons. Mais je trouve que le mot paysan correspond mieux à cet état, cette philosophie-là, que agriculteur. Donc nous, on dit paysan. Et c'est aussi, ça correspond mieux au mode de ferme qu'on veut avoir. C'est pas des fermes, on défend plus des fermes un peu pas si spécialisées, pas aussi grosses. Enfin, on est contre l'industrialisation de l'agriculture, plus pour l'agriculture paysanne. Notre définition, c'est l'agriculture paysanne. Donc c'est pour ça que ça correspond mieux paysan que agriculteur. Oui, c'est vraiment quelque chose. Cette notion de quelque chose de beaucoup plus large, c'est pas uniquement basé sur l'action qu'on va faire, donc de travailler le sol, d'élever, mais c'est aussi la relation avec les autres, la relation avec le vivant, le ressenti, je parlais du partage. Oui, voilà, le relationnel, le partage, tout ce côté social est très important. Ben voilà, on le sent plus dans le mot paysan. Et quand justement avec la Via Campesina, quand on a des échanges avec les paysannes et les paysans de la Via Campesina, un mot qu'ils emploient beaucoup, eux, ils parlent d'agroécologie. Et on a réalisé qu'en fait, parce qu'on parle d'agriculture paysanne et eux, ça leur parle pas trop, mais quand on regarde un peu ce qu'on met dans les différents termes, autant chez nous, l'agroécologie, c'est pas tout à fait ça, ou alors nous, on aime bien rajouter agroécologie paysanne pour remettre un peu cette notion-là de social, de relationnel, d'autonomie, de partage. Et eux, voilà, dans le monde, on parle d'agroécologie, mais là, voilà, on parle de la même chose. Et on voit que dans d'autres pays, c'est pareil. Il y a aussi cette grosse différence entre l'agriculture plus industrielle, plus, j'ai envie de dire, moins humaine, et cette autre agriculture, voilà, où l'humain et le vivant a vraiment une grosse place. Merci. Alors, j'ai encore 3 autres séries de questions. Vous aurez bien, j'imagine, qu'on va revenir sur pas mal de sujets. Annick Billon, Didier Mandeli et Chantal Dessaigne. Peut-être, Annick, tu commences ? Merci Madame la Présidente, merci Mesdames pour votre exposé et votre présence aujourd'hui. Alors moi, ça va être très rapide parce que beaucoup de questions ont déjà été posées, évidemment. On a fait quelques déplacements, le dernier à Toulouse, chez notre collègue. Et du coup, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes dans tous ces déplacements qui s'installent, mais il y a ce sentiment d'isolement. Et elles ont été très heureuses de ces journées proposées dans les territoires, parce que ça leur a permis de se rendre compte qu'elles pouvaient peut-être, ces agricultrices, peut-être mieux se structurer, à la fois en s'engageant dans les différents syndicats, les différents représentants chambres, etc., mais aussi en partageant leurs problèmes, peut-être s'apporter des solutions les unes par rapport aux autres. Et je crois que moi, j'ai senti vraiment des femmes assez isolées quand même dans certains territoires et qui n'ont pas encore, en fait, qui se sentent seules face à leurs problèmes parce qu'il y a les problématiques des enfants et vous avez toutes les deux des familles nombreuses, puisqu'à partir de 3, c'est des familles nombreuses,
je crois, donc voilà. Et je crois que c'est alors déjà une difficulté de s'engager au départ, mais après, dans l'engagement, quand vous n'êtes pas engagé, une difficulté d'aller vers les autres agricultrices ou agriculteurs, ça ne vient pas naturellement. Donc c'était cette première remarque que je voulais faire. Également, vous posez la question, on a bien vu lorsqu'on était à Toulouse, chez notre collègue Françoise Laborde, dans le centre de formation, qu'il y a, au niveau de la formation, des domaines réservés. Autant il semble avoir une parité sur le global, mais il y a des domaines foncièrement réservés aux femmes, les métiers de service, notamment dans l'agriculture. Donc, quelles seraient pour vous les solutions pour attirer les femmes vers autre chose que des métiers de service dans l'agriculture, et quelle serait la voie pour les inciter à l'installation, pour les inciter à s'engager plus dans l'agriculture au terme général, ou dans le métier de paysan, comme vous le disiez à l'instant. Et comme vous avez des familles nombreuses, on a parlé de la difficulté de vos parcours personnels, mais donc des difficultés passées, puisque là aussi il y a des cessions d'exploitation. Quels sont les progrès qui ont été effectués entre l'époque où vous avez dû vous installer et aujourd'hui, à part le statut? Est-ce qu'il y a eu de nettes améliorations, et est-ce que vous orienteriez vos filles vers ces métiers-là? Est-ce que vous leur conseilleriez d'aller dans ces métiers? Et pensez-vous que ça sera plus facile pour elles que ça ne l'a été pour vous? Je vous remercie. Voilà, ma question concerne les choix qui sont faits par les agricultrices ou les exploitantes ou les paysannes quand elles souhaitent s'installer. On a, à l'occasion du colloque qui s'est tenu ici et dans le cadre des visites, rencontré beaucoup de vos collègues qui faisaient état d'une plus forte prédisposition ou propension aux femmes, pour les femmes, d'aller vers une agriculture justement qui soit plus respectueuse, qui soit plus orientée vers les circuits courts, vers la vente directe, en un mot, vers un peu plus de valeur ajoutée, de contact avec le consommateur en direct. Donc voilà, c'est ce qu'on a pu entendre en tout cas. Alors vous prenez au titre de la Confédération paysanne une certaine forme d'agriculture, vous l'avez développé un peu. Est-ce qu'au sein de la Confédération paysanne, c'est quelque chose que vous retrouvez, cette différence entre l'homme et la femme sur les choix ou sur les orientations, ou est-ce que c'est moins prononcé que ce qu'on a pu entendre par ailleurs globalement sur le modèle agricole? Est-ce que vous avez une plus grande sensibilité ou appétence au sein de la Confédération, hommes et femmes confondus, ou est-ce que cette différenciation existe aussi au sein de votre mouvement? Merci Madame la Présidente, merci Mesdames d'être venues jusqu'à nous cet après-midi. Je voulais préciser que je suis élue de l'Eure-et-Loire. L'Eure-et-Loire, département agricole s'il en est, mais je voulais vous rappeler que l'Eure-et-Loire ne se limite pas à la Beauce et que tout l'est du département, c'est le Perche, où se pratique l'élevage. Alors, je ne voudrais pas qu'on caricature mon département. Vous avez répondu déjà à un certain nombre de questions. Moi, je voulais revenir sur l'évolution des mentalités et sur les retraites. Quelle place les hommes consentent à laisser aux femmes dans l'agriculture? Est-ce que les mentalités évoluent? Et puis, en ce qui concerne les retraites, je suis d'accord avec vous pour reconnaître que les retraites en agriculture sont tout à fait insuffisantes. Quelles sont les propositions précises que vous faites? Alors, vous l'avez évoqué un petit peu. Vous parliez en quelque sorte d'une forme de péréquation. Elle existe déjà, parce que quelle que soit la forme d'agriculture et quel que soit le département, la retraite en agriculture pour un agriculteur ou paysan qui a cotisé toute sa vie professionnelle est plafonnée à 850 ou 900 € par mois. Série de questions.
par rapport à la question sur les rencontres, sur l'isolation des... L'isolation. L'isolement des femmes. L'isolation des femmes. Par rapport aux femmes qui se sentiraient isolées. Et oui, ben ça, effectivement, il y a quand même beaucoup de... C'est pas spécifique à des régions, mais sur les endroits peut-être un peu moins dynamiques, où il se passe moins de choses, ben, je pense que même hommes et femmes peuvent être isolés, mais les femmes souvent d'autant plus. Et là, quelque chose qu'on constate, c'est lorsqu'il y a une ADR dans les départements, eh bien, il y a une forte fréquentation féminine. Parce que les ADR, alors c'est pas le syndicat, les ADR sont plus axés sur donc l'accueil des porteurs de projets, la formation, le lien culture-agriculture, et il sont des cafés paysans qui sont organisés. Et il y a des espaces pour que les gens se rencontrent sur des thèmes. Et il y a vraiment, on constate que beaucoup de femmes, jeunes et moins jeunes d'abord, ils viennent. Excusez-moi. Une ADR. Alors, ADR, Association départementale ADR d'emploi pour le développement de l'emploi. Merci. Je me souviens jamais. Pourtant, c'est une association pour le développement de l'emploi agricole et rural. Voilà, c'est pas uniquement agricole. Et en fait, ce sont des associations qui ont été créées par la Confédération paysanne. C'est un peu l'organisme de développement de la Confédération paysanne, mais qui est ouvert à tous et à toutes. Donc c'est pas uniquement aux adhérents de la COF. Comment ? Alors c'est par département. Donc il y en a dans les départements et ensuite il y a une instance régionale et nationale. Voilà, la FADEAR, les ARDEAR et les ADAR dans les départements. Et en général, ce sont des structures très dynamiques et donc avec une forte présence féminine, y compris dans les conseils d'administration. Donc eh bien par rapport au fait que les femmes soient souvent isolées, peut-être faire des propositions de rencontres, de formations. Il y a des formations spécifiquement féminines aussi. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Mince. Attends, vas-y. Ah mince. Sur le sentiment d'isolement, ça c'est sûr. Il y a les femmes je trouve, sont beaucoup plus isolées. Moi, je me souviens quand je travaillais à la Chambre d'agriculture, je travaillais avec des groupes de femmes parce que c'était le moment des mises aux normes, des fromageries, etc. Et il fallait vraiment aller les chercher pour venir en formation. Et après, une fois qu'elles venaient, donc là, encore une fois, l'importance du service de remplacement, mais elles ne faisaient pas toujours appel, mais quand elles venaient en formation, après qu'elles se retrouvaient entre elles à discuter de leurs problèmes, elles disaient « Oh là là, c'est la première fois depuis 10 ans que je n'ai pas préparé un repas, que je sors. » Et ça crée une émulation qui était importante. Mais c'est sûr que le premier pas, sortir, laisser le mari se faire à manger, laisser les enfants. Alors il faut absolument rentrer à 4 heures. Enfin, il y a des règles comme ça. Quand on a des groupes de femmes paysannes, il faut le savoir, s'adapter à ça. Mais c'est sûr que l'isolement, c'est terrible, hein, beaucoup plus que les hommes qui, voilà. Alors il y a aussi, je sais plus, je crois que c'est qui avait posé la question du... Il y a un peu un déséquilibre dans le travail, parce que souvent les travaux difficiles physiquement ou plus techniques sont réservés à l'homme, et puis la femme... plus à la transformation, à la vente, l'accueil à la ferme, etc. Et les enfants. Et voilà, et du coup, c'est ce qui crée encore plus l'isolement. Je réponds un peu à deux questions en même temps, mais... alors, il faut plus aller les chercher. Nous, on le voit même dans le milieu militant, hein, les femmes, quand on ne va pas les chercher, hein, Christine. C'est pas elles qui vont se mettre en avant, sortir, se dire moi je veux être présidente de machin. Non, ça c'est très rare. Hein. Voilà.
donc il y avait une question aussi sur sur le fait que quand vous êtes allé sur les territoires, vous avez vu qu'il y a beaucoup de femmes qui s'installent plutôt sur les circuits courts, plutôt dans la vente directe. Alors, à la conf, il y en a beaucoup aussi, mais il y a beaucoup d'hommes aussi. Je ne suis pas sûre qu'on puisse dire vraiment qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. On a environ, par rapport à la bio, on nous pose souvent la question. La Confédération paysanne n'est pas un syndicat de la bio, mais il se trouve qu'on a estimé à peu près à 60% les fermes en bio chez nos adhérentes et nos adhérents. Beaucoup sont effectivement aussi, beaucoup sont en vente directe, en circuit court, mais pas que, on ne prône pas uniquement voilà, c'est peut-être, on dit que ça va peut-être avec cette notion d'agriculture paysanne, plus proche des territoires, dans cette idée d'une plus forte relocalisation. Un de nos thèmes, là, on a vraiment décidé de mettre l'accent cette année, c'est le droit au revenu. Donc, beaucoup pratiquement tout ce dont on a parlé aujourd'hui est vraiment en lien avec le revenu, ce revenu qui est souvent faible, mais parce que c'est un système qui veut ça. Et tant qu'on va rester sur un revenu, sur revenu faible, on va avoir des problèmes de prestations sociales, de petites retraites, etc. Enfin, tout est en lien. Et de la même façon, si le revenu est un peu plus important, vraiment, je pense que les femmes se dégageraient plus facilement, iraient plus facilement, se donneraient le droit plus facilement d'aller plus à l'extérieur, d'aller faire d'autres choses, d'aller explorer d'autres. Vous parliez, vous disiez, voilà, elles sont souvent dans les services. Eh bien, il y en a qui vont explorer d'autres productions. Mais le fait d'être obligé de se dire vraiment, il faut voilà, il faut avoir un revenu, il faut qu'on fasse rentrer l'argent, il faut faire bouillir la marmite, comme on dit. On voit très souvent sur des fermes où la femme travaille, les revenus sont très faibles, et bien très souvent c'est la femme qui part et qui va à l'extérieur chercher un autre boulot pour alimenter, pour augmenter le revenu de la famille. Alors c'est pas un choix de sa part, mais c'est elle qui va le faire. Alors que s'il y avait des revenus, voilà, un peu plus. Si les produits étaient un peu mieux rémunérés, si on avait des productions qui étaient un peu mieux rémunérées, qui étaient payées à leur juste prix, c'est-à-dire le coût de production plus donc avec le travail qui va avec. Eh bien, on aurait peut-être moins tous ces problèmes sociaux. Et là, c'est quelque chose auquel on essaie de s'atteler. Donc, que ce soit. Alors, là, on parle du problème de la place de la femme, mais c'est un problème général. Et si on pouvait arriver à obtenir qu'il y ait l'interdiction de vendre en dessous du prix de revient, eh bien, ce serait quand même. Je pense que les choses seraient bien améliorées pour tout le monde. Alors, pour revenir sur la question sur la question de l'isolement des femmes, et ça rejoint un peu la formation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de formations qui sont prévues pour plus les côtés masculins du métier, mais il y a des organismes comme le CIVAM qui organisent moi j'ai fait ça, c'est très bien, des formations plus spécifiquement pour les femmes en menuiserie, soudure, mécanique, etc. Et moi j'étais très contente de faire ça parce que on a un peu un complexe quand même de quand on n'est pas bricoleuse, ni qu'on sait pas forcément manier les outils et tout ça, de se retrouver rien qu'entre nous et puis d'apprendre à démonter une visseuse, une scie circulaire. Après, on a moins de complexes. Et donc, rompre l'isolement, c'est aussi aller chercher les femmes pour leur proposer des formations un peu spécifiques, justement, où elles n'auront pas peur d'être comparées, puisqu'elles sont toutes, même s'il y en a qui sont plus douées que d'autres, elles vont plutôt aider les copines que de faire les gros bras en disant tu sais pas faire, c'est pas du tout l'esprit. Je pense que là, rompre l'isolement, c'est aussi proposer des formations aux femmes pour qu'elles apprennent. Alors, c'est vrai que dans les fermes,
souvent, quand on fait un métier, par exemple des vaches laitières, avec beaucoup d'investissements, c'est plutôt quelque chose qui est a priori pour les hommes. Après, dans les GAEC, maintenant, il y a de plus en plus de femmes, et puis elles trouvent leur place. Et voilà, avec la formation, avec la bonne volonté, avec de l'ouverture, moi je pense que ça peut évoluer, ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a des métiers, il y a une partie du métier qui est plus réservée, entre guillemets, aux hommes. Voilà. Oui. Mais cette question d'ergonomie, d'ailleurs, c'est assez, je trouve c'est quelque chose qui m'intéresse. Et je trouve que quand on va sur les fermes, je trouve que les femmes ont souvent beaucoup un peu par nécessité, mais font beaucoup plus attention. Voilà, on a moins de force physique. Du coup, on raisonne plus malin, quoi. Enfin, on est plus maline. Dans le sens, on cherche à faire en sorte d'arriver à faire les choses. Parce que quand on les fait, on a envie d'être autonome. Donc on va prendre un peu plus de temps, mais on va se débrouiller, trouver des systèmes. Donc le système débrouille, il est souvent très développé chez les femmes paysannes. Et je ne sais plus, il nous demandait qu'est-ce qu'on conseillerait à notre fille. Est-ce qu'on conseillerait à notre fille de s'installer ? Eh bien, alors oui, 100 fois oui, bien sûr, mais surtout, pour moi, les choses les plus importantes, c'est vraiment de s'installer dans une production et dans une production qui nous fait plaisir, qu'on aime, que cette notion de plaisir soit là, parce que ça fait partie du sens de notre métier. Et tous ceux qui vont pas bien, ils ont perdu ce plaisir-là, parce que l'industrialisation, ça déshumanise, parce que le revenu n'est pas là, parce qu'on n'a plus cette considération-là, alors que lorsqu'on est sur une ferme, eh bien, quand les gens viennent, ils sont heureux d'être là, et quand on rend les gens heureux, on est heureux aussi. Donc quelque chose dans une production qui fasse plaisir. Par rapport à l'isolement, eh bien moi, je lui conseillerais à ma fille de s'engager, de choisir le lieu de son engagement, mais de s'engager et d'être en communication, en contact avec d'autres qui pratiquent le même métier ou autre chose aussi, mais en tout cas, faire absolument avoir des moments collectifs. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Et par rapport aux femmes, on parlait tout à l'heure de la féminisation, donner de la visibilité. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui peut vraiment inciter les femmes à venir en agriculture, à sortir de l'isolement ou pas de l'anonymat, mais de leur isolement. Et donc, tout à l'heure, on parlait des photos. Vous aviez du mal à trouver des photos qui représentent vraiment des paysannes, et non pas des poupées Barbie. Eh bien, voilà, trouver des photos de personnes qui vivent sur leur ferme normale, quoi, j'ai envie de naturelle. Et je pense que ça peut donner envie. Donc, tout ce qui est dans la communication, je pense qu'il y a vraiment du travail à faire, des solutions à trouver. Tu veux dire est-ce qu'on conseillerait à notre fille? Alors, moi, j'ai 3 garçons et une fille. Les 3 garçons font autre chose et ma fille va être paysanne. Donc, je suis très contente. Mais par contre, elle ne reprendra pas ma ferme, notre ferme. Elle va s'installer avec son amoureux qui reprend la ferme de ses parents. Et je pense que plus que de conseiller, ce qui compte, c'est l'exemple, parce que son amoureux, c'est pareil, il était complètement parti faire autre chose, il faisait du théâtre à Lyon, et puis à un moment, il s'est dit non, mais là, moi, c'est à la ferme que je vais être heureux. Et ma fille, elle aime ça, quoi. Elle m'a dit, mais à un moment, elle a essayé plein de trucs, des études, d'autres travaux, et à un moment, elle m'a dit, tu sais quoi, je me vois pas faire autre chose. Et je trouve que, même sans conseiller, si la fille voit que sa mère est bien et qu'elle arrive à avoir des engagements politiques et tout ça, ou associatifs, qu'elle s'épanouit, ça va lui donner envie. Donc, je pense que c'est plus ça que le conseil. Et ce qui peut... aussi, ce qui peut
qui fait quand même qu'il y a, je pense quand même il y a de plus en plus de femmes qui s'installent. On le voit dans les ADR, dans les accueils de porteurs de projets, qui est une grosse partie du travail des ADA. Il y a une grande proportion de femmes, de jeunes femmes, mais beaucoup de femmes. Et du coup, ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui changent. Et on voit bien que dans les territoires où il y a encore pas mal d'agriculteurs et d'agricultrices, eh bien, c'est un peu comme... Il y a un système d'aimant, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une dynamique, on a envie de s'installer là où il y a déjà une dynamique. Et là, quand on parle de relocalisation, lorsqu'on parle on voudrait des paysans et des paysannes nombreux sur les territoires, eh bien, forcément, s'il y en a beaucoup, eh bien, d'autres auront envie d'y venir, et les femmes notamment, vont avoir envie parce qu'elles auront envie d'avoir d'autres contacts avec d'autres gens, de se regrouper. Là, on parle. Une des questions, ça avait été aussi les sociétés, les collectifs en agriculture. Et c'est pareil, on a énormément de projets collectifs. De plus en plus, les femmes et les hommes, mais peut-être encore plus de femmes, n'ont plus envie de s'installer tout seuls, ne serait-ce que pour avoir une complémentarité et s'aider là où il y a des difficultés. Donc l'installation collective est vraiment... on a beaucoup de jeunes qui arrivent et qui demandent des renseignements, des exemples pour voir comment s'installer en collectif. Et ça, c'est quelque chose, vraiment, qui est vraiment en augmentation. Il y avait une question à un moment sur la sortie des pesticides, enfin sur les pesticides, par rapport à l'évolution. Comment ? C'était dans la précédente série. Ah, d'accord. Enfin oui, voilà. Bon. Oui, quelle est la mesure immédiate? Voilà, juste un mot par rapport aux pesticides. Au niveau de la Confédération paysanne, on prône une sortie des pesticides, en se disant qu'il est très important d'effectuer une transition, d'accompagner les gens. Il ne s'agit pas de culpabiliser en disant il faut absolument être en agriculture biologique, parce qu'il y en a qui ne voient pas bien comment, qui pensent qu'ils ne vont pas y arriver, que là pour le moment ils font comme ça, c'est déjà compliqué, donc s'ils se lancent dans autre chose, leur revenu est déjà bien bas, ça c'est dangereux pour eux. Eh bien, voilà, on a vraiment en tête de se dire il faut absolument qu'on informe et qu'on accompagne pour une sortie des pesticides. Et je ne sais pas si les femmes y sont plus sensibles, mais ouais, j'avais dit que non, mais je pense que si quand même. Après, ça fait un peu cliché, mais je pense que peut-être le fait d'être souvent plus proche des enfants, de faire plus souvent la nourriture, enfin les repas, etc., je pense que ça induit une sensibilité, et très souvent, on voit dans les couples, c'est très souvent la femme qui pousse à passer en bio, qui pousse à utiliser moins de pesticides, du coup à mieux se protéger. Comment ? Ben oui, forcément. Voilà. Oui. Et là, donc la mesure immédiate pour asseoir un statut. Oui, j'avais retenu ça, mais on avait plusieurs propositions. Mais c'est vrai qu'on est passé un peu dans dans tous les sens, et j'ai perdu un peu Il y a des choses importantes qu'on avait. Par rapport au statut, peut-être que il me semble qu'on l'avait dit tout à l'heure, quand il y a eu qu'on arrête qu'on puisse faire des transitions pour des installations progressives, mais qu'on arrête avec ces sous-statuts qui existent. Qu'il y ait un statut. Là, il y a le GAEC entre époux, mais que s'il y a une installation, que chacun puisse avoir un réel statut, de façon après à, mais ça va ensemble. C'est qu'il y a un statut, il faut qu'il y ait un réel statut, de façon à donner des cotisations
correcte, de façon à s'assurer des prestations correctes pour maintenant et pour la suite. Mais ça, ce n'est possible que si on a un revenu. C'est complètement lié. Et pour qu'on ait un revenu, on va revenir un peu à cette histoire de système. Il faut que les productions soient suffisamment rémunérées. Et ça, voilà, là, il y a vraiment des gros progrès à faire qui sortent du sujet d'aujourd'hui. Mais si... Une proposition précise de la Confédération paysanne, c'est que le statut de conjointe collaboratrice soit vraiment transitoire, puisqu'il n'y a pas d'installation progressive possible, qu'au moins ce statut-là soit pour maximum 5 ans, et qu'après la femme accède à un statut à part entière. Que ce ne soit pas un état de fait jusqu'à la retraite, qu'à la retraite, la femme s'aperçoit que, voilà, elle a été conjointe collaboratrice toute sa vie et que du coup, elle a une toute petite retraite, encore plus petite. Et du coup, si on reparle des retraites, sur le montant de la retraite, on l'a dit tout à l'heure, mais je sais pas, ce qu'on demande de 1 000 euros. On était parti sur cette base-là en disant ce sera un minimum 1 000 euros pour tous. On devait partir sur 85% du SMIC, voilà, 1 000 euros pour toutes et pour tous, et puis la fin des assiettes et des plafonds, qu'il y ait une proportionnalité. Voilà, là on aurait des retraites correctes, mais pour les deux, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Et ça, c'est voilà. Une des questions, c'était l'évolution des mentalités. Est-ce que les hommes ont évolué, dans la place qu'ils laissent aux femmes dans l'installation agricole? Je crois que c'était ça la question. Est-ce qu'il y a des progrès à noter? Non, c'était Annick qui demandait effectivement si vous aviez constaté des progrès dans les mentalités. Alors, moi, il me semble que oui, quand même. Peut-être dans les populations les plus jeunes. Je pense qu'il y a quand même... oui, moi j'ai quand même l'impression que ça avance, doucement. Mais qu'est-ce qui facilite l'installation des femmes aujourd'hui par rapport à avant? Parce que c'est pas juste... Oui. Alors, au niveau des mentalités, moi, il me semble que dans les paysans qu'on côtoie, il me semble qu'il y a cette volonté de laisser de la place aux femmes, lorsqu'il y a des enfants, de s'occuper des enfants et que ce soit la femme qui continue le travail et puis que ce soit l'homme qui reste un peu plus à la maison pour garder les enfants. Je pense que ça, c'est un grand progrès parce que dans le monde paysan, c'était pas gagné. Le fait d'aider à faciliter, justement, moi, je disais que les femmes toutes seules, elles vont s'organiser de façon à pouvoir faire les choses de façon autonome, même si physiquement c'est compliqué, elles vont trouver des systèmes. Moi, j'ai pu remarquer sur certaines femmes que les hommes essayaient de faciliter aussi de façon à ce qu'il puisse y avoir un partage des tâches égal. Après, administrativement, je ne sais pas. Ce qui pourrait aider concrètement cette tendance, c'est s'il y avait par exemple un congé paternité, ça serait significatif que le père comme ça pourrait rester plus s'occuper de la maison et permettre à sa femme de continuer. Ce qui se fait dans le régime général. Ce qui se fait dans le régime général. Donc il y a des inégalités à chaque fois, non seulement entre les femmes et les hommes, mais entre les différentes catégories, entre les différents régimes. Chantal avait posé une question particulière sur les retraites. Quelle serait la proposition? Les propositions, hormis la péréquation dont vous avez parlé, les propositions que vous pouviez faire pour revaloriser la retraite des agriculteurs en général, parce que 900 € par mois, c'est vrai que c'est ridicule. Je crois qu'il y a une proposition, alors je ne sais plus, je l'ai vu dans...
il y avait une proposition de garder les 25, de travailler sur les 25 meilleures années ou d'enlever les plus mauvaises. Voilà. Voilà, quand on a travaillé au niveau de la commission sociale, par rapport à ça, il y avait une proposition de peut-être se dire, peut-être qu'on pourrait garder les 5 meilleurs, par exemple. C'est-à-dire, en fait, qu'on reparte sur une idée qui est une solidarité nationale pour le financement des retraites. Donc, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. On n'a pas l'impression que les 25, voilà, de trouver vraiment, c'est pas vraiment, voilà, enlever les moins mauvaises et puis garder les 25 meilleures, on n'a pas réussi à se dire qu'une proposition était vraiment meilleure qu'une autre, quoi. Et on a dit quelque chose, mais je sais pas. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de lire, parce qu'on a fait un document, la commission sociale a fait un document, puis je pense que chaque terme étant assez précis, est-ce que j'ai le temps, je ne sais pas, de lire ça? Alors, nous sommes le seul syndicat à affirmer que ce sont des installations nombreuses maintenant qui feront les cotisants de demain. Nous affirmons que dès maintenant, aucune retraite ne doit être inférieure à 1 000 € par mois et qu'il faut aboutir au plus vite à des retraites à parité avec les autres catégories socio-professionnelles. Il faut en finir avec les sous-statuts de conjoints collaborateurs et d'aides familiaux, coupables des trop faibles pensions pour les agricultrices. À travail égal, pension égale. Pour financer l'amélioration des retraites, la Confédération paysanne avance des propositions concrètes, tant auprès du ministère de l'Agriculture que de celui des Affaires sociales ou encore de la MSA. Premièrement, supprimer l'assiette de cotisation plafonnée à 37 000 €. Changer les règles fiscales pour les sociétés agricoles, car les montages sociétaires, les niches fiscales, revoir à ce titre l'exonération sur les plus-values, creusent un fossé entre le revenu de la ferme France, 9,7 milliards d'euros en 2013, et l'assiette des revenus soumis à prélèvements sociaux, 6,5 milliards d'euros. Taxer davantage les plus-values sur les terres agricoles changeant d'affectation, 70 000 hectares pour aménagement du territoire et construction. Élargir l'assiette de prélèvement aux revenus financiers et fonciers. Revoir les assiettes minimales de cotisation en transférant une partie des cotisations sur la CSG-CRDS qui vise l'ensemble des revenus travail capital. Au-delà, la MSA doit rendre beaucoup plus clair le calcul du montant de nos pensions. Les notifications sont incompréhensibles. La majoration de la pension, 10% pour 3 enfants, doit devenir forfaitaire. Il faut abolir le coefficient de minoration qui pénalise les carrières incomplètes. Voilà, donc ça, c'est les propositions concrètes, mais ça, on vous laissera le... D'accord. Oui, j'ai vu d'ailleurs que vous aviez préparé une réponse par écrit aux différentes questions. Vous pouvez éventuellement les laisser aux co-rapporteurs via Valérie ou Émilie pour qu'on puisse les diffuser. D'accord, on vous donnera un document. Sur vos documents, ça peut être intéressant. Mesdames les co-rapporteurs, puisqu'il me reste plus des femmes, est-ce que vous avez des questions? Oui, Corinne. Vous n'êtes pas obligé de me répondre tout de suite parce qu'on a vu que ça plongeait, y compris dans l'embarras Christiane Lambert, l'histoire d'une possible éligibilité au chômage qui a été annoncée par le président Macron. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, je vois, y compris dans mon département, le Maine-et-Loire, y compris dans vos troupes, c'est la perplexité. Donc, est-ce que vous êtes saisi de cette question et vous y travaillez? Voilà, juste savoir où vous en êtes dans votre réflexion. Si. Non, mais on y a réfléchi. Alors, la différence entre le travail dans une ferme et le travail salarié, c'est que quand on est au chômage, c'est pas qu'on n'a pas de travail, c'est qu'on n'a pas de revenus. Donc, c'est un peu différent. Hein. Nous, alors, ce qu'il faudrait, nous, à chaque fois, on revient à la même chose, c'est avoir des prix corrects. Comme ça, on n'aurait pas besoin de revenus de remplacement. Et par contre, tu avais réfléchi à... Si, ce qu'on avait dit, c'était sur le principe d'un droit au chômage. Le problème, c'est que c'est toujours proportionnel à ce qu'on a gagné avant. Et pour nous, c'est pas une solution parce qu'on va retomber exactement dans la même problématique. Donc, faible revenu, du coup, on n'aura rien, pas grand-chose en tout cas. Quoi.
Donc voilà, on est plutôt sur la base du forfait. Tout comme le disait pour les enfants, pourquoi est-ce qu'un enfant vaudrait plus qu'un autre, voilà, qu'il y ait un forfait et qu'on parte sur du forfait. Vraiment. Donc vraiment là dans les... Bon, vous l'avez compris, dans nos revendications, dans ce qu'on pose et qui est important, c'est vraiment ce travail, et puis on vous remercie de vous en emparer, donc par rapport aux femmes, mais pour tout ce qui est ce travail sur le social, sur les prestations sociales, c'est vraiment quelque chose de... S'il pouvait y avoir des évolutions, ce serait vraiment, vraiment intéressant pour la société entière. Et cette histoire de droit au revenu, quoi, que si on n'a pas de revenus, on ne peut pas cotiser correctement pour le... Là, il y a quelque chose que je tenais à partager avec vous. C'est juste peut-être un détail, mais c'est pas un détail quand même. C'est sur la pension de réversion. Dans n'importe quelle profession, quand il y en a un des deux qui décède, l'autre touche la pension de réversion. Eh ben, en agriculture, non. Il y a un plafond de revenus qui est très très bas. Alors là, on n'a pas réussi à trouver exactement la somme, mais c'est entre 1000 et 1200 euros. Au-delà, on n'a plus droit. Moi, mon oncle vient de mourir, elle était agriculteur, et elle n'a pas de pension de réversion. C'est quand même incroyable. Il suffit d'avoir une toute petite retraite complémentaire, un truc comme ça, qui dépasse ces 1000 et quelques euros, et on n'y a pas droit. Alors là, c'est quand même complètement injuste. Ça, ce serait bien d'amener ça à changer. Ça fait partie des choses qui sont spécifiques au régime agricole. Et alors voilà, on se dit pourquoi donc est-ce qu'on n'a pas unifié les... Enfin, on y tend peut-être, hein. Mais il y aurait quand même... c'est vécu comme une injustice par les paysannes et les paysans. Il nous reste à vous remercier très chaleureusement de la part de l'ensemble des membres de la délégation présents aujourd'hui. Déjà d'être venu parce que vous venez de loin, d'avoir effectivement creusé le sujet, donc avec toutes les contributions qu'on va récupérer, et donc vous associer, on vous associera bien évidemment aux conclusions de nos travaux. Merci encore.